On est le 29 octobre 2023. Imaginez la scène à Ankara. Le président turc dépose une gerbe sur la tombe d'Atatürk, le père de la Turquie moderne. C'est un symbole fort qui célèbre une naissance, mais qui rappelle aussi la fin d'un autre monde, celui de l'Empire ottoman, officiellement disparu un siècle plus tôt. Exactement. Une fin et un début, tout est lié. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans les sources qui nous racontent justement cette fin. Comment cet empire gigantesque qui a dominé pendant des siècles une partie de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, comment a-t-il pu s'effondrer ? C'est la grande question, oui. Une puissance qui semblait éternelle. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu les rouages de ce déclin. On parle de corruption, de stagnation, de guerre, de massacres aussi, malheureusement. Tout ça mène à la chute après la Première Guerre mondiale et à l'émergence donc de la Turquie laïque qu'on connaît. Qu'est-ce qui a coincé ? Quels ont été les vrais points de bascule ? On va essayer d'y voir plus clair, en s'appuyant sur ce qu'on a lu. Alors, allons-y. Pour comprendre la chute, il faut quand même rappeler d'où on part, la grandeur initiale. Ça commence assez modestement. Une tribu turque qui fuit les Mongols, menée par un certain Ertuğrul, s'installe en Anatolie. Et c'est son fils, Osman, Osman Ier, oui. voilà, qui va fonder l'État qui portera son nom. Et après, c'est l'explosion, une expansion fulgurante. L'Anatolie, les Balkans, et le coup de maître, évidemment, la prise de Constantinople en 1453. Istanbul, ça change tout. Ça change tout. Ça devient la capitale. Et l'Empire continue de s'étendre. Le Levant, l'Égypte, l'Afrique du Nord, ils vont jusqu'aux portes de Vienne, ils combattent les Perses, c'est immense. Et en 1517, petit détail mais important, les sultans prennent le titre de calife. Oui, chef spirituel du monde sunnite. Ça ajoute une dimension religieuse et symbolique énorme. Un empire vraiment multidimensionnel. Multiculturel aussi, à son apogée, c'est ça. Tout à fait. Et c'est un point clé que soulignent les sources pour expliquer le succès initial. Bien sûr, c'est un califat islamique, mais il y avait une certaine inclusivité, disons, pour l'époque. Musulmans, chrétiens orthodoxes, catholiques, juifs. Et puis, ethniquement, une mosaïque, turc, arabe, slave, grec, arménien, kurde. Cette capacité à intégrer, plus une armée redoutable... Les fameux janissaires. Exactement. Ça, c'était la recette du succès, au début. Parlons-en de ces janissaires. Leur origine est quand même particulière d'après les documents. Recrutés très jeunes, souvent par le devshirme. C'est quoi ça déjà alors ? Le devshirme, c'était une sorte d'impôt en enfants prélevé dans les familles non musulmanes des territoires conquis. Plus tard, on y a aussi intégré des orphelins, des enfants trouvés. D'accord. Et ces enfants étaient formés pour être des soldats d'élite, c'est ça ? Totalement dévoués au sultan, leur seule famille en quelque sorte, et leur vie, c'était la guerre. Absolument. Une machine de guerre incroyablement efficace, le fer de lance des conquêtes ottomanes pendant des siècles, mais, et c'est là que ça devient intéressant et que les sources insistent, Il y a un mais. il y a un gros mais. Et avec le temps, cette force incroyable est devenue, une source d'instabilité majeure. Ils sont devenus tellement puissants, tellement influents, Un État dans l'État, hein ? carrément. Ils faisaient et défaisaient les vizirs, ils intervenaient dans les successions au trône, ils pouvaient même déposer des sultans. Leur loyauté initiale s'est effritée au profit de leurs propres intérêts de corps. Ce qui nous amène doucement vers les problèmes, les germes du déclin. Souvent, on place un tournant après la mort de Soliman le Magnifique, en 1566. C'est un peu l'apogée, non ? Il laisse un empire absolument gigantesque. Immense, oui. De l'Algérie à Bagdad, de Budapest à la Mecque. C'est colossal. Mais ses successeurs, bon, l'histoire dit qu'ils sont souvent moins à la hauteur. L'expansion s'arrête, ou du moins ralentit très fort. Une sorte de longue stagnation s'installe. Et c'est là que le bas blesse, vraiment. Parce que pendant que l'Empire ottoman stagne, piétine un peu, en Europe, c'est tout l'inverse. À partir du XVIIIe siècle, surtout, ça fuse. La révolution scientifique, les Lumières, puis la révolution industrielle. L'Europe prend une avance considérable. Énorme, technologique, économique, militaire. L'écart se creuse de façon dramatique. Un exemple frappant que citent nos sources, c'est l'imprimerie. Ah oui, En Europe, c'est le moteur de la diffusion du savoir, des idées nouvelles. Dans l'Empire ottoman, elle arrive tardivement, et pendant longtemps, il y a une méfiance. Certaines autorités religieuses l'auraient même considéré comme haram, illicite.
Bon, c'est peut-être un peu simplifié, mais ça montre un certain blocage face à la modernité technique et intellectuelle. Et on peut ajouter à ça, si on suit certains récits, des sultans peut-être plus préoccupés par les intrigues de palais, le harem, le luxe, que par les réformes urgentes dont l'Empire avait besoin. Et une corruption qui s'installe, qui mine l'administration. Oui, la gestion devient moins rigoureuse, les finances sont parfois malmenées. Et puis, il y a toujours ces janissaires qui pèsent lourd. Jusqu'au clash final. Exactement. Au début du 19e siècle, le sultan Mahmoud II décide que ça suffit. Il veut restaurer l'autorité centrale, briser ce contre-pouvoir devenu insupportable. Et il emploie la manière forte, très forte. C'est-à-dire, en 1826, c'est ce qu'on appelle l'incident heureux. Un nom assez ironique. En gros, il provoque une révolte des janissaires pour avoir un prétexte. Leurs casernes à Istanbul sont encerclées et bombardées par l'artillerie fidèle au sultan. Des milliers sont massacrés. C'est une véritable purge, la fin brutale des janissaires. Radical. Ça a dû marquer les esprits. Ah oui, ça rétablit l'autorité du sultan, c'est sûr. Mais ça montre aussi une capacité de violence d'État qui va, disons, se manifester autrement par la suite. Et ça ne résout pas tous les problèmes, loin de là. D'ailleurs, peu de temps après, autre coup dur, l'indépendance de la Grèce vers 1830, après une guerre longue et sanglante, c'est un choc énorme pour l'Empire, non? Perdre un territoire européen si symbolique. Un choc terrible. Et surtout, ça ouvre la boîte de Pandore. L'indépendance grecque, c'est le signal pour tous les autres peuples chrétiens des Balkans, et même au-delà. C'est le début de la grande vague des nationalismes qui va submerger l'Empire tout au long du 19e siècle. Qui d'autre se révolte, Oh là là, les Serbes, les Bulgares, les Roumains, les Monténégrins, en Crète aussi. Et puis en Égypte, Mohammad Ali Pacha prend une autonomie de fait. Il défie même le sultan militairement en Syrie. La Bosnie-Herzégovine aussi s'agite. C'est une contagion. Résultat des courses? L'Empire perd quasiment tous ses territoires européens. Les Balkans lui échappent morceau par morceau. En Afrique du Nord aussi, le contrôle s'effrite. La France prend l'Algérie dès 1830, la Tunisie plus tard. L'Égypte est quasi indépendante. L'Empire se rétrécit comme peau de chagrin. Il est en crise profonde, financièrement aussi d'ailleurs. C'est là qu'on commence à parler de l'homme malade de l'Europe. Exactement. Le tsar Nicolas Ier de Russie aurait utilisé cette expression vers 1853, et elle fait mouche. Les chancelleries européennes, elles commencent ouvertement à spéculer sur le démembrement de l'Empire, sur le partage de ses dépouilles. Tout le monde sent que la fin approche. Ambiance. Et c'est dans ce contexte très sombre qu'arrive au pouvoir un sultan important, Abdulhamid II, à la fin du 19e siècle. Oui, en 1876. Il hérite d'une situation catastrophique. L'Empire est étranglé par les dettes envers les Européens, il a perdu des guerres, les nationalismes le rongent de l'intérieur, et une nouvelle menace apparaît, interne cette fois. Les jeunes Turcs. C'est ça. Le comité Union et Progrès, le CUP, fondé secrètement en 1889. Eux, leur idée est radicalement différente. Ce n'est plus l'Empire ottoman multinational ou le califat islamique qui les intéresse. Ils prônent le nationalisme turc. L'idée, c'est de créer un État fort pour les Turcs. C'est une rupture idéologique majeure. Mais pourquoi cette idée prend-elle envers? Mais qu'est-ce qui séduit? Face aux humiliations répétées, aux défaites, aux pertes de territoire, ce nationalisme turc apparaît pour certains, surtout des militaires, des intellectuels, comme la seule bouée de secours. L'idée, c'est « recentrons-nous sur l'élément turc », arrêtons de nous disperser pour défendre cet empire ingérable et coûteux. C'est une réponse à la crise, en quelque sorte. Et Abdulhamid II, il voit le danger venir? Ah oui, il le sent très bien. Il essaye de contrer ça. D'une part en jouant la carte pan-islamique, renforcer l'identité musulmane de l'Empire pour essayer de ressouder les peuples, notamment les Arabes. Il développe le chemin de fer du Hedjaz vers la Mecque, par exemple. D'autre part, une source mentionne son opposition très ferme aux tentatives du mouvement sioniste naissant d'acheter des terres en Palestine pour y établir un foyer juif. Il refuse catégoriquement. Mais tout ça, ça ne suffit pas à arrêter les jeunes Turcs. Non. Il s'organise, gagne en influence, notamment dans l'armée. En 1908, c'est la révolution jeune turque. Il force Abdulhamid II à rétablir une constitution qu'il avait suspendue, et l'année suivante, en 1909, après une tentative de contre-révolution, il le dépose purement et simplement. C'est la fin de son règne autoritaire. Et qui prend le pouvoir alors? Officiellement, c'est son frère, Mehmed V, qui devient sultan. Mais en réalité, il n'a aucun pouvoir. C'est une marionnette. Le vrai pouvoir est désormais entre les mains du CUP, et plus précisément d'un trio d'hommes forts qui émergent. Enver Pacha,
Talat Pacha et Djemal Pacha. Les trois pachas. Exactement. Eux détiennent la réalité du pouvoir jusqu'à la fin de l'Empire. Et leur programme, d'après ce qu'on lit dans les sources, il est assez inquiétant, hein. Disant qu'il est radical. Les sources qu'on a consultées décrivent une idéologie de suprématie turque assez affirmée. L'objectif serait d'imposer la langue et la culture turque, et d'écraser ou d'assimiler de force les autres identités nationales au sein de ce qui reste de l'Empire. Les Arméniens, les Grecs, les Arabes, les Kurdes, ils sont vus comme des obstacles, voire des ennemis intérieurs potentiels. C'est une vision très dure, très exclusive de la nation. Tout à fait. Et c'est dans cette atmosphère tendue qu'éclate la Première Guerre mondiale, en 1914. Et là, les trois pachas prennent une décision qui va s'avérer fatale. L'entrée en guerre aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Oui, contre la France, la Grande-Bretagne et la Russie. Une décision largement poussée par Enver Pacha, qui était très pro-allemand et ministre de la guerre. Il entraîne l'Empire dans un conflit mondial alors que l'armée est loin d'être prête, qu'elle est affaiblie par les guerres précédentes. Et pour faire la guerre, il faut des soldats. C'est le Safar Barlik. Non. Voilà, la mobilisation générale. Le Safar Barlik, ça signifie littéralement la mobilisation pour le voyage guerrier. Et ça passe très mal, en particulier dans les provinces arabes. Pourquoi? Beaucoup d'Arabes ne se sentent absolument pas concernés par cette guerre européenne. Pourquoi aller mourir en Russie ou dans les Dardanelles? Pour une cause qui n'est pas la leur, pour un empire dirigé par des nationalistes turcs qui les méprisent souvent. Il y a une énorme résistance, beaucoup de désertions, de refus de conscription. Et comment réagit le pouvoir ottoman? Très mal. La répression est féroce, surtout en Syrie et au Liban, où c'est Djemal Pacha qui est aux commandes. Il mène une politique de terreur. Arrestations, tortures, exécutions publiques de leaders nationalistes et d'intellectuels arabes sur les places de Damas et de Beyrouth en 1915 et 1916. C'est là qu'il gagne son terrible surnom auprès des Arabes, Al-Safa, le boucher. Ambiance de guerre totale donc, et pendant ce temps-là, une autre tragédie se noue, qui vise spécifiquement la population arménienne de l'Empire. Que disent les sources à ce sujet? Il faut être précis ici. Oui, c'est un point absolument majeur et tragique de cette période, tel que décrit dans nos documents. Les sources parlent d'événements d'une violence extrême, principalement en 1915. Elles décrivent des massacres de masse organisés contre les Arméniens dans toute l'Anatolie orientale. Hommes, femmes, enfants, tués par balles, brûlés vifs, noyés, torturés. Et aussi des déportations. Oui, des déportations systématiques de centaines de milliers d'Arméniens vers les déserts de Syrie et de Mésopotamie. Des marches forcées, sans eau, sans nourriture, où les gens meurent par milliers, de faim, de soif, d'épuisement, de maladies, ou sont attaqués et tués en chemin. Les chiffres qui sont avancés sont... La source principale qu'on utilise pour cette partie parle d'environ 1,5 million de victimes arméniennes au total, en comptant les massacres directs et les morts lors des déportations. C'est un chiffre effroyable. Il est crucial de rapporter ces informations telles qu'elles sont présentées dans l'analyse, car elles constituent un élément central de la politique menée par le régime des jeunes Turcs pendant la guerre, selon cette perspective. Cette violence extrême, qui touche donc aussi les Arabes avec la répression de Djemal Pacha, ça doit provoquer des réactions, non, Alex? Certains doivent se dire qu'il faut faire quelque chose. Effectivement, la brutalité ottomane, ajoutée au spectacle de ce qui arrive aux Arméniens, pousse de nombreux notables arabes à chercher une issue. Les regards se tournent de plus en plus vers une figure respectée, le shérif Hussein Ben Ali, l'émir de la Mecque, gardien des lieux saints. Il tente de négocier, non? Il essaye, oui. Il demande à Djemal Pacha d'arrêter les exécutions en Syrie, mais sans succès. La répression continue. Alors, le shérif Hussein se rend compte qu'il n'y a plus d'autre choix que la révolte armée. Mais il sait aussi que les Arabes seuls, avec leurs tribus et leurs moyens limités, ne peuvent pas vaincre l'armée ottomane. Il lui faut un allié puissant. Et il se tourne vers les Britanniques. Exactement. Les Britanniques qui sont en pleine guerre contre les Ottomans et les Allemands. Pour Londres, c'est une opportunité stratégique en or. Soutenir une révolte arabe dans le flanc de l'Empire ottoman, ça affaiblirait considérablement leur ennemi. C'est un calcul d'intérêt bien compris, la réelle politique en pleine action. Donc, alliance de circonstances. Tout à fait. Après des négociations secrètes, la fameuse correspondance Hussein-McMahon, les Britanniques promettent leur soutien, armes, argent, conseillers militaires, dont le célèbre Lawrence d'Arabie, en échange d'une révolte arabe. Et en 1916 ? En juin 1916, le shérif Hussein lance officiellement la grande révolte arabe contre la domination turque. Ses fils, Ali, Abdallah et surtout Faisal mènent les opérations sur le terrain,
dans le Hedjaz, puis en remontant vers la Syrie. Et cette révolte, couplée aux autres fronts de la guerre, ça achève l'Empire ottoman. Ça y contribue fortement, oui. L'Empire ottoman est attaqué sur tous les fronts, par les Russes dans le Caucase, par les Britanniques en Mésopotamie et en Palestine, par les Alliés aux Dardanelles, même si c'est une victoire ottomane défensive, et maintenant par les Arabes de l'intérieur. C'est trop. L'épuisement est total. La fin de la guerre en 1918 signe la défaite sans appel de l'Empire ottoman et de ses alliés allemands. Et les conséquences sont immédiates. Démembrement complet. Les territoires arabes sont perdus pour de bon. Pire encore, même le cœur de l'Anatolie, la Turquie actuelle, est largement occupé par les puissances victorieuses. Les Grecs à l'est, les Français au sud, les Italiens. Istanbul est occupé. L'Empire n'existe pratiquement plus. Et qu'est-ce qu'il advient des 3 pachas, les hommes forts qui ont mené cette politique et conduit à ce désastre? Ils ont senti le vent tourner et ont fui l'Empire juste avant la capitulation, en 1918. Mais leur fin est tragique et violente. Talat Pacha est retrouvé et assassiné à Bernan en 1921 par un jeune Arménien qui vengeait sa famille. Djemal Pacha est tué à Tbilissi, en Géorgie, en 1922, également par des militants arméniens. Et Enver Pacha, qui rêvait de créer un nouvel empire turc en Asie centrale, meurt au combat contre l'armée rouge au Tadjikistan en 1922, tué selon la source par un officier arménien bolchevique. Une fin à l'image de la violence de l'époque. C'est donc le chaos total. L'Empire est mort, le pays est occupé. Et c'est là qu'un homme va émerger. Un militaire. Mustafa Kemal. Oui, Mustafa Kemal. Un général ottoman qui s'était déjà illustré, notamment dans la défense des Dardanelles. Lui refuse la défaite, refuse l'occupation et le démembrement de ce qu'il considère comme la patrie turque. Il refuse aussi l'autorité du sultan Mehmed VI à Istanbul, qu'il juge trop soumis aux alliés. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il part en Anatolie, à Samsun, en mai 1919, et il commence à organiser la résistance nationale turque. Il fédère les forces qui refusent l'occupation. C'est le début de ce qu'on appelle la guerre d'indépendance turque. Une guerre contre qui? Contre tout le monde, en fait. Contre les armées d'occupation, principalement les Grecs qui avaient débarqué à Izmir avec le soutien allié et qui avançaient en Anatolie, mais aussi contre les forces restées fidèles au sultan et contre les Arméniens et les Français au sud et à l'est. C'est une lutte acharnée, sur plusieurs fronts, qui va durer près de 4 ans. Et c'est lui qui gagne. Oui. Après des batailles très dures, l'armée nationaliste de Mustafa Kemal repousse les Grecs, négocie avec les Français et les Italiens et finit par reprendre le contrôle de tout le territoire qui forme la Turquie actuelle. C'est une victoire militaire et politique totale. Il a sauvé un État turc du démembrement complet. Et une fois la victoire acquise, il ne s'arrête pas là. Il va transformer cet État de fond en comble. Radicalement. C'est une véritable révolution. D'abord, dès novembre 1922, alors que la guerre n'est pas tout à fait finie, il fait abolir le sultanat ottoman. C'est la fin de 600 ans de dynastie. Ensuite, le 29 octobre 1923, il proclame la République de Turquie, avec Ankara comme capitale, et il en devient le premier président. Et le coup de grâce final pour l'héritage ottoman. C'est en mars 1924. Mustafa Kemal fait voter l'abolition du califat. La fonction même de calife, détenue par les sultans ottomans depuis 400 ans, disparaît. C'est un acte d'une portée symbolique immense. La rupture avec le passé impérial et islamique est consumée. La famille Osman est bannie de Turquie à jamais. La Turquie devient officiellement une république laïque, nationaliste, tournée vers l'Occident. C'est la naissance de la Turquie moderne, sous l'impulsion de celui qu'on appellera bientôt Atatürk, le père des Turcs. Incroyable basculement. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ce qu'on a parcouru à travers nos sources, quels seraient les facteurs clés qui expliquent cette chute spectaculaire d'un empire séculaire? C'est vraiment une combinaison, hein. On a vu d'abord cette longue stagnation interne. Un immobilisme politique, économique, technique, pendant que l'Europe, elle, se modernisait à toute vitesse. Ça a créé un décalage fatal. Ensuite, les nationalismes. Oui, absolument. L'Empire n'a pas su ou pas pu gérer la montée des nationalismes des peuples qui le composaient. Il a tenté la répression, ça n'a fait qu'attiser les révoltes. Et ironiquement, c'est un nationalisme, le nationalisme turc radical des jeunes Turcs, qui a pris le pouvoir à la fin, mais qui, par ses excès et ses choix désastreux... Comme l'entrée dans la Première Guerre mondiale. Exactement. La guerre a été le catalyseur final. Elle a épuisé l'Empire militairement et économiquement, elle a provoqué la révolte des Arabes et accéléré la désintégration. Et enfin, il y a l'homme providentiel ou l'homme du moment, Atatürk.
Oui, l'émergence d'une figure comme Atatürk avec un projet politique complètement nouveau, républicain, laïque, nationaliste turc mais dans un cadre territorial défini, a permis de liquider les dernières structures impériales et de construire autre chose sur les ruines. Une chute et une reconstruction dont les ondes de choc se font sentir encore aujourd'hui, j'imagine. Ah mais complètement. La disparition de l'Empire ottoman a créé un vide énorme au Moyen-Orient. Les frontières actuelles de la plupart des pays de la région ont été tracées à ce moment-là, souvent de manière artificielle, par les puissances coloniales françaises et britanniques, en fonction de leurs propres intérêts, sans tenir compte des réalités locales. Les fameux accords Sykes-Picot. Par exemple, oui. Et beaucoup des tensions qu'on voit aujourd'hui, les conflits interétatiques, les problèmes de minorité, l'instabilité politique chronique, sont directement ou indirectement hérités de ce redécoupage post-ottoman et les promesses non tenues faites aux uns et aux autres pendant la guerre. On a parlé de l'opposition d'Abdulhamid II au sionisme naissant et de l'alliance tactique entre les Britanniques et la révolte arabe. Ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une piste de réflexion pour conclure. Je vous écoute. À quel point est-ce que ces dynamiques complexes du début du XXe siècle, ces jeux de puissance impériaux, ces nationalismes exacerbés, ces alliances de circonstances parfois cyniques, à quel point est-ce que tout ça continue de résonner, de façonner peut-être les alliances, les méfiances et les conflits qu'on observe au Moyen-Orient aujourd'hui? Vaste question. De quoi méditer, effectivement. L'histoire ne se répète pas, peut-être, mais elle laisse des traces profondes. Très profonde.